This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous bisous. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Virginie qui a 42 ans et ça va faire du bien d'entendre un peu la parole d'une femme célibataire qui n'est pas dans la vingtaine ou dans la trentaine. Parce que il y a forcément des petites différences de génération. Je tiens à prévenir que aujourd'hui dans cet épisode, on risque d'aborder un sujet qui est un petit peu dur. Je pense que c'est important de le préciser avant au cas où si émotionnellement vous pourriez ne pas être prêt à entendre une histoire autour de ce sujet-là. On va aborder la thématique du deuil. Pas forcément du deuil amoureux, mais du deuil en tout cas, je dirais presque familial dans ce cas-là. Et donc moi-même qui suis très touchée par cette thématique-là, je sais que des fois j'aurais bien aimé qu'on me prévienne avant d'entendre parler d'une conversation qui parle de ça parce qu'on n'est pas toujours prêt à les entendre ces conversations. Virginie, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ravie de venir, d'essayer de partager un peu ce que j'ai pu traverser à ma façon et voir si ça peut aider d'autres personnes. Espérons que ça aide d'autres personnes. Je pense qu'entendre les histoires des autres, ça aide toujours un petit peu. Ça aide toujours un petit peu. Est-ce que toi, tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Ça dépend des jours, c'est comme la météo, non ? Alors aujourd'hui, c'est quoi la météo ? On est proche on est plus beau que dehors. Ah, donc on est dans une phase célibataire très heureuse. Ouais, on est dans une phase où le célibat est pas pesant. Ouais. Il peut l'être par moment, soyons honnêtes. On est dans une phase où le célibat se vit bien parce que pas seul. Je pense que ce qui m'est difficile, c'est la solitude et pas le célibat. Ouais. Et que parfois, il y a des moments de vie où les deux se mélangent. Et là, ça devient compliqué à vivre. Ouais. Et ça peut être pesant. C'est vrai que toi, de ce que tu me disais, t'es très entourée, t'as l'air d'avoir des amis, d'avoir des activités. Toi, t'as la religion qui compte pour toi et qui t'apporte beaucoup de soutien, de ce que je comprends. Et c'est vrai que ça, je pense que quand on est entouré, on vit mieux son célibat. Parce que justement, il y a moins cette notion de solitude. Toi, ça fait 2 ans que t'es célibataire à peu près. Mais quand je t'ai posé la question avant l'épisode, tu m'as dit, alors attends, 2 ans en couple ou 2 ans sans rien ? Enfin, tu m'as dit... Je t'ai demandé si t'étais célibataire sans être en couple ou célibataire sans relation. Ouais. Parce que... avec le temps dans ma vie, sont arrivées ces périodes où t'es plus vraiment dans le dating, mais t'es pas vraiment encore en couple. Et cet entre-deux peut parfois durer longtemps avant de te rendre compte que, non, vous êtes pas fait pour partager un couple et une relation un peu plus ancrée. Ok. Toi, pour qu'on sache tout de toi, est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que... Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Ah, je sens une petite tristesse. Ouais, il y a une tristesse, mais il y a des réalités qui ont amené à ça, qui sont que, j'ai eu une enfance qui a été ce qu'elle était et qui, du coup, font pendant très longtemps, je voulais pas du tout d'enfant dans ma vie. C'est-à-dire que non seulement je n'en voulais pas de moi, mais je n'aurais pas accepté d'être en couple avec quelqu'un qui avait des enfants. Ah, c'est marrant, qui ferme des portes aussi, enfin, voilà. Et puis est rentrée dans ma vie une personne qui avait un enfant. Et cet enfant s'est imposé, comme ils savent le faire avec toute leur absence de diplomatie. C'est-à-dire que la première fois où je l'ai rencontrée, elle a oublié son doudou chez moi. Voilà. Elle a marqué son territoire. Et du coup, elle m'a fait beaucoup cheminer. Elle dit, elle est ado aujourd'hui, hein, donc elle dit que je lui ai apporté des choses. T'avais quel âge quand t'as fait cette rencontre, du coup, de cet homme avec sa fille ? J'avais un peu moins de 30 ans. Ouais. Ah oui, donc assez jeune. Ouais. Fin de vingtaine, plus de 25. On était vers 27, 28 quand, de mon côté. Il était plus âgé, il avait cette fille avec un parcours de parentalité pas forcément simple non plus pour lui. Ouais. Donc il entendait le côté je veux pas d'enfant, mais il m'a dit essayons de voir. Il m'a beaucoup rassurée jusqu'au moment où, assez rapidement quand même, il a voulu me présenter sa fille parce que il y avait eu des passifs avec d'anciennes relations. Ouais. Et elle est rentrée et elle a tout défoncé sur son chemin. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, parce que des fois, on se met des barrières en pensant qu'on se protège alors qu'on se protège pas du tout. On s'empêche des choses. Et en fait, elle est arrivée, elle a tout défoncé, et je suis passée donc de avant 30 ans à dire je ne veux pas d'enfant dans ma vie, à 30 à 35 ans à me dire je veux un enfant de moi, en plus de cet enfant que j'élève, quand elle est là au quotidien. Vous êtes restés longtemps ensemble Ouais, on est restés presque 8 ans ensemble. Ah oui, donc c'est vraiment... Enfin, j'imagine une fille de cœur quand même. Oui. Alors quand on s'est séparés avec son père, elle a dit que
comme toute son enfance, on lui disait qu'il y avait des choses qui étaient des histoires d'adultes et qui ne la Ouais. regardait pas. Elle nous a dit, ça c'est votre histoire d'adulte, ça me regarde pas. Je garde mes 3 parents, vous vous débrouillez entre adultes. J'adore. Et même là, en fait, elle nous a appris beaucoup de choses parce que je pense, et c'est aussi pour ça que j'aimerais avoir peut-être un jour un enfant, c'est il nous ouvre les yeux sur tous ces schémas dans lesquels on est rentré et qui n'ont pas de raison d'être, en fait. Le coup de il faut 2 parents pour un enfant, Pas forcément. pas forcément. Non. Il y a d'autres modèles qui existent et qui sont pas plus ou moins maltraitants. C'est autre chose. Et ça peut apporter beaucoup de choses à tous les membres qui composent la famille. Comme tu disais tout à l'heure, je suis très entourée. J'ai des familles de cœur, dont celle qui est liée au deuil dont on va parler. Alors, dans la famille, il y a l'amitié. Il y a l'amitié qui est presque de l'amour. Il y a quelques semaines, vous avez entendu mon épisode avec Marion, qui est ma meilleure amie depuis 20 ans. Et qui est une sœur. Et moi, quand tu m'as contactée, en fait, j'ai mis une annonce sur Instagram où j'expliquais que j'avais envie de faire un épisode sur le deuil, parce que moi, j'ai perdu mon compagnon qui est décédé il y a 12 ans maintenant, et que c'est une thématique que j'avais envie d'aborder parce que, finalement, c'est des conversations qu'on n'entend pas tellement. Et que le deuil, peu importe de qui on parle, impacte énormément et notre vision de l'amour et notre vision du monde et comment on reçoit l'amour et comment ça crée des peurs aussi. Toi, malheureusement, t'as perdu ta meilleure amie, ta sœur. Je te laisse. Alors moi, j'irais même jusqu'à âme sœur. Ouais. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est rentré comme ça, insidieusement. C'est-à-dire que c'était l'époque où, juste pour rappel, les réseaux sociaux à l'époque, c'était Facebook. On n'avait plus Skyblog, c'était fini, c'était Facebook. On y passait toute notre journée à écrire sur les murs des uns des autres des trucs qui avaient plus ou moins de cohérence, qui était visible de tout le monde. Et c'est comme ça qu'est rentrée cette pote de pote. Ouais. Et à force d'écrire, on s'est trouvé tellement d'affinités qu'on s'est dit, bon, il y a un moment... c'est le coup de foudre. Peut-être, ouais. Sauf que t'oses pas le dire. Entre femmes, à l'époque, pas du tout. Et tu te dis, bon, on va quand même prendre un café, un verre, un truc vérifié, avec cette pote en commun, histoire de... Voilà. Et puis tu te rends compte qu'en fait, tu te comprends dans un regard, tu te comprends dans un silence, tu te comprends dans une absence de message. Il y a ce lien-là qui fait que pour moi, c'était ce sera toujours mon âme sœur. Vous aviez quel âge au moment de votre rencontre? Alors, elle était toujours plus vieille que moi. Ah là là, c'était une période difficile en plus pour moi. J'étais en pleine dissolution d'un Pax. Donc j'avais un peu plus de 20... Je pense que j'avais 23 à 25 ans quand elle est rentrée dans ma vie. Jeune. Ouais. Moment où elle était célibataire et moi je me sortais de ça. Je me sortais de ça en essayant d'occuper mon corps plus que mon esprit à rencontrer des gens. Sauf que moi j'avais été en couple très jeune, il y avait plein de choses que j'avais pas explorées, que j'avais envie d'explorer, et c'est, je pense, une des rares personnes autour de moi avec qui j'ai pu dire voilà. Avec qui t'as pu échanger sans jugement. Donc finalement vous êtes un peu construit en tant que femme. C'est ça. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, on avait toutes les deux pas eu d'adolescence pour des raisons assez diverses, mais on était toutes les deux dans ce moment où tu deviens une jeune femme pour de vrai, même si sur tes papiers c'est déjà le cas, t'as le droit de payer des impôts, etc. Mais tu te sens pas femme encore, tu te sens pas maîtresse de ton corps et de ta vie. J'étais en fin de thèse, donc c'était pareil, le moment où il faut décider de ce que tu vas faire de ta vie tous les jours, pourquoi tu vas te lever le matin. Moi, donc, j'essayais de sortir de cette relation et je ne voulais pas de nouvelles relations. Il y a eu des petites histoires et des petits machins, mais c'était vraiment plus comme ça. Et elle avait très envie de mariage, d'enfants, d'acheter, tous ces trucs d'adultes, pour le coup. Et comme elle allait vers cet idéal de maison de banlieue, la barrière blanche, 2 enfants, virgule 3, le chien, le scénic, elle y allait à fond, parce que de toute façon, nous sommes 2 personnes qui ne savent pas faire les choses autrement qu'à fond. Puis moi, j'étais sur autre chose, et puis il y a des moments où j'ai senti que ça allait pas, et j'ai pas dit, qu'il y avait des choses difficiles, mais elle s'accrochait tellement à cet idéal qu'elle n'a pas voulu voir. Qu'est-ce qu'elle a pas voulu voir? Qu'en fait, les choses n'étaient pas ce qu'elle pensait. Que cette personne n'était pas la personne qui lui correspondait pour cette construction-là, en tout cas. Et est arrivé ce samedi de septembre, où j'étais avec ma belle-fille, dont on parlait tout à l'heure. Son père était en tournage, du coup, je m'en occupais pour la journée. On rentrait d'un truc de fille, une piscine, un truc, je sais pas. Et mon téléphone sonne et s'affiche un numéro
que je reconnais, mais que je suis pas censée connaître. Et il y a ce moment dans ton cerveau où tu te dis, s'il y a pas de contact, je sais pas, mais en fait, ce numéro me dit quelque chose. Et c'est le moment où ton cerveau fait le premier mécanisme de défense il y a un truc pas normal, mais je veux pas le voir. Je décroche en ouvrant la porte d'entrée. C'est une voix que je connais, qui est sa petite sœur, qui me dit, je suis désolée de ce que j'ai à te dire, et en plus, il va falloir que tu le dises aux autres parce qu'on n'a pas la force de transmettre l'information. Les choses n'ont pas été formulées, mais on a cet instinct en nous, on reste des animaux. Donc je sais que ce qui va se passer va tout changer. Je claque cette porte en même temps que sont prononcés les mots de ce matin. La police a tapé à la porte des parents, et c'est pas notre frère qui a fait une connerie, comme on aurait tous pu malheureusement s'y attendre, parce qu'à ce moment-là, il se cherchait. C'est Tatiana, elle est morte. Et là, d'un coup, ton cerveau te dit, il faut s'arrêter, on arrête tout, on peut plus rien faire. Et en même temps, tu te souviens que quelques secondes avant, on t'a dit, il va falloir que tu le dises. Et tu re-switches encore un coup en pilote automatique de, ok, qui est au courant, qui dois-je informer? Et tu commences ton répertoire. Et tu racontes. Ce qui va devenir en fait une comptine, parce que tu vas la raconter pendant des heures. Et c'est un mécanisme de survie et de protection, hein, mais qui va pas faire du bien. Et puis, il y a une enquête de police pour savoir si c'est un accident, si c'est un suicide ou si on l'a aidé. Parce qu'il y a eu une dispute entre elle et son compagnon juste avant qu'elle perde la vie. Et que, attention, ça va être violent. Elle serait tombée du balcon. Donc il y a une enquête de police, vont être réquisitionnés téléphones, ordinateurs, vont être auditionnés les voisins, son compagnon avec qui elle habitait, et ses 5 meilleurs amis. C'est comme ça qu'on va devenir amis entre nous, parce que ça commence et c'est pas fini, ça va se fermer, ça va se réouvrir, ça va se fermer, ça va se réouvrir, il va y avoir autopsie. Et ça va devenir réel dans mon esprit quand il va y avoir une date d'obsèques. Mais ça, c'est des mois après. Parce que la justice est lente. La police n'a pas de moyens dans notre pays, donc c'est très lent. Tout ça arrive il y a environ 12 ans, du coup. Oui, septembre 2011, donc un peu plus de 12 ans. Et le cerveau est très fort. Pour se protéger, il va se focus sur des détails. Je sais que la tenue qu'elle porte ce jour-là, c'est une tenue qu'elle n'aime pas, d'une couleur qu'elle n'aime pas. Je sais qui l'a achetée, où dans le monde, à quelle date. Il y a, ses cheveux, jamais elle aurait eu les cheveux comme ça, jamais elle tolérerait qu'on la voie avec ces cheveux-là. Elle tolérerait pas ce maquillage qui lui va pas. Et puis il y a cette personne qui t'apporte des piercings et tu dis, tu vois, c'est pas elle puisqu'il y a pas ces piercings sur elle. Tous ces détails pour bien garder de la distance et pas réaliser qu'en fait, cette nuit-là, on m'a arraché un bout de cœur. Et le mode réflexe, je vais le garder jusqu'à l'enterrement. Au moment où l'enterrement arrive, est-ce que la justice a fait la lumière sur ce qui est arrivé à Tatiana? Ce qui s'est passé ce soir-là, les seules personnes qui le savent, c'est celles qui étaient présentes. C'est hyper dur pour tout le monde. Et je pense que je vais commencer à prendre conscience que je ne la verrai plus jamais éveillée et que je ne la toucherai plus jamais et que j'entendrai plus jamais sa voix, parce que moi, c'est les odeurs et la voix qui vont me manquer en premier. Ça va être au moment donc des obsèques. Donc en effet, dans ce pavillon, je suis pas là, je suis focus sur plein de détails. Je ne sais même pas comment je me téléporte de Gare d'Austerlitz à Trillport. Et ouais, dans ce petit cimetière que je vais découvrir ce jour-là pour la première fois, il y a la tête de tous ces gens avec lesquels j'ai fait la fête, en fait. Tu sais, les potes de festival et de concert, tu les vois pas le jour, normalement. Puis il y a des gens, je savais même pas qu'ils avaient des vêtements noirs. Et sa famille en même temps. Donc des univers qui ne doivent pas se rencontrer, ne sont pas faits pour se rencontrer. Je vois 2 potes se mettre à chacun d'un côté et me prendre dans leurs bras. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils me permettent de rester debout parce que je tremblais comme une feuille. Que j'avais mis les chaussures qu'elle préfère, qui ont plus de 20 cm de talons. Et que quand tu trembles sur des talons, ça fait peur à tout le monde. Et je pense que je vais réaliser ce qui se passe au moment où je vois son cercueil descendre dans ce trou béant. Et où je revis qu'en fait, entre la morgue et le cimetière, il y a eu une cérémonie religieuse. Et là, mon corps s'est enfin effondré. Et je dis enfin parce qu'en fait, il était en réflexe sur tout depuis des mois. Je ne mangeais plus. Je buvais à peine. J'ai perdu mon boulot. Et je pense que j'ai perdu mon mec aussi. Parce que la façon dont il a géré et la façon dont j'ai géré n'étaient pas compatibles. C'est-à-dire, il a géré comment? C'est-à-dire que lui, après les obsèques, pour lui, c'était fini.
Et lui, il avait, je pense, besoin de fermer le chapitre. Et moi, je venais de réaliser. Donc, je pouvais pas fermer le chapitre. Aujourd'hui, 12 ans après, comment tu te sens avec le départ de Tatiana ? Même si elle est toujours là. Elle est toujours là. Chacun ses croyances sur ce qui se passe au moment de la mort et après la mort. Et ça, j'aurais toujours énormément de respect pour tout le monde là-dessus. Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit toujours là, en moi en tout cas, dans mes pensées. Comment tu gères l'amour amoureux quand on a connu l'amour passionnel, amical ? Quand je t'ai écrit pour te proposer mon témoignage, je t'ai parlé de dépendance affective. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est j'ai voulu retrouver un échantillon. Parce que je sais que plus jamais... Enfin, si aujourd'hui je ne dis pas que j'ai une meilleure amie et que je la qualifie de mon âme sœur, c'est que je sais que ce lien-là... Il est unique. Voilà. Il est irremplaçable et unique. Et je l'ai partagé pendant des années. J'ai eu cette énorme chance. Ça m'a grandi et ça laisse en moi des choses qui continuent à me faire grandir et à avancer différemment. Comme les figures qui m'ont fait grandir et m'ont élevé. Elles continuent à m'élever aujourd'hui. Donc il y a tout un moment de ma vie où j'ai voulu chercher une relation de type amoureux qui me permettrait d'avoir un petit shoot de ça. Et du coup, je voulais absolument un couple, un machin. Alors, première étape, j'étais en couple quand elle est morte. Ce couple, j'ai eu l'impression de mettre mes tripes sur la table pour qu'il fonctionne. Et ce couple m'a appris une chose. L'amour, ça suffit pas. Après, j'ai essayé de retrouver la vie de quand Tatiana est rentrée dans ma vie, comme si... espèce de revival. Alors, il y a eu à nouveau consommation de relations sensuelles. Puis ben non, c'était toujours pas ce qui me correspondait. Ça l'était pas 10 ans avant, ça l'était pas 10 ans après. En fait, la bonne femme, c'est la même. C'était pas ça qu'il lui faut, c'est pas ça qu'il lui faut. Et puis, il y a eu tout ce qui a pas été traité. Une plaie à vif pendant des mois que tu soignes pas, ça s'infecte. Et quand tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe ? T'attires des gens qui aiment quand ça va pas bien. Et donc, t'es pas tombé sur les bons partenaires. Ah non. Tu veux du pervers narcissique ? On en a plusieurs. Puis on en a dans tous les genres, tu vois. Ouais. Là-dessus, je peux te le dire, les mecs cis hétéros, c'est pas la panacée. Mais il y a des personnes qui ne sont pas des mecs cis hétéros blancs et qui sont pas beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire que t'es sortie avec des femmes, des hommes ? Ouais. Ok. Et donc, même chez les femmes, t'es tombée sur des profils qui étaient de type abusif. Abusif, oui. Et il y a aussi, dans les relations avec des femmes que j'ai eues, j'ai découvert combien ça peut être malgré elles-mêmes. Toute cette biphobie et cette lesbophobie intériorisée. Voilà, le premier écho quand tu utilises là, c'est... j'ai eu une histoire avec une femme que j'ai aimée du plus profond de mon âme et que j'aurais aimé marier. Mais ça s'est arrêté parce que elle était dans le placard, en fait. On a été en couple pendant des années, ses parents pensaient que j'étais la pote. T'es la pote qu'on fait dormir dans la chambre d'amis au bout du couloir avec le parquet qui grince. Ah ouais, donc en plus tu te sens vraiment honteuse, quoi. T'es vraiment cachée, quoi. Bon, pour rajouter, je suis végétarienne, son père était chasseur, c'était très sympa. J'imagine peut-être que plus que bisexuel ou hétérosexuel, j'imaginerais, en tout cas, vu la personnalité que je perçois de toi, que tu es plus pansexuel finalement. C'est ça. Que peu importe, ouais, moi c'est la personne. Je suis attirée par une personne, en effet. C'est aussi pour ça que les applications de rencontres que j'ai testées, ça ne me correspond pas. Puisqu'il faut des critères tangibles, je n'ai pas des... Enfin, mes critères, c'est le feeling, c'est ce que la personne va ce qu'on ne peut pas dégager. Avoir sur une application, ouais. Une partie des hobbies peut aider, mais pas tant que ça, et la façon de vivre des gens. Et en même temps, quelqu'un de très casanier, c'est pas un souci. Quelqu'un qui sort beaucoup, c'est pas un souci. Parce que j'ai les deux aussi en moi. Ça dépend des périodes, des moments, des opportunités. C'est très compliqué pour moi, du coup. Toi, très jeune, t'as tout de suite compris que t'étais attirée par les deux genres ou par tout genre confondu ? Ouais. Moi et mes proches. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire mon coming out à mon père, quand j'étais avec cette femme, on bossait même en 3, personne ne le savait à part nous, enfin qu'on croyait, hein, parce qu'on se croit toujours très très fort. Et je lui dis, papa, j'ai un truc à te dire. Il me dit, on va boire un verre ce soir. En fait, il avait commandé les mojitos arrivent, je lui dis, papa, machin. Et moi, j'étais genre, il va me tuer, il va me renier, je vais mourir, c'est pour ça qu'on est dans un lieu public, la honte, machin. Et non, il m'a regardé, il me fait, mais t'es heureuse, ma fille ? Parce qu'en fait, pour lui,
Et pour sa femme, il n'y a pas de questions. Et au contraire, il y a des questions maintenant parce qu'ils voient notre monde devenir de plus en plus homophobe et discriminant. Et donc, on a des discussions plus sur comment faire pour pas trop se mettre en danger. Et donc, pour en revenir à cette femme, on était en relation au moment des débats mariage pour tous. Donc, aussi mon appréhension de faire mon coming out à mon père dans un climat qui est un petit peu tendu. Alors, en plus, est-ce que tu m'autorises à parler du fait que, du coup, t'es catholique ? Ouais. Ah, donc, est-ce que tu m'autorises à en parler ? Donc, toi, tu vas à la messe le dimanche, etc. Donc, tu es croyant, tu crois en Dieu. Et on le sait que, malheureusement, dans la communauté catholique, et je dis catholique, mais religieuse, quelle qu'il soit, l'homophobie est une vraie problématique. Donc, toi, j'imagine qu'en plus, tu as dû entendre indirectement des conversations avec des propos, j'imagine, peut-être autour de toi que tu n'avais pas forcément envie d'entendre, qui concernent les femmes avec des femmes, les hommes avec des hommes. Mais des deux côtés, ne t'inquiète pas. J'ai entendu des propos homophobes venant de personnes qui disent partager la même religion que moi. J'ai entendu des propos anti-religion venant de personnes avec lesquelles je militais à l'époque. J'ai été au milieu des deux feux. Comment on gère que notre communauté, notre famille, entre guillemets, de cœur, n'accepte pas à 100% ce que l'on est. Parce que c'est vrai que... Eh ben, on choisit sa communauté. Tu choisis ta communauté. Comme j'ai milité pour les droits humains dans certaines associations et avec d'autres liens en même temps pour trouver mon équilibre, je ne vais pas à la messe n'importe où tous les dimanches. Je ne vais pas à la messe, à l'église dont dépend mon domicile. Je prends le métro le dimanche matin pour aller à la messe. Oui, parce qu'en fait, je vais là où à une époque j'ai habité et je me suis sentie bien. Quand j'ai déménagé, l'église à côté de chez moi, je ne me suis pas sentie bien. J'y suis allée plusieurs fois. Et c'est pas juste ne pas se sentir intégré avec des regards des gens, etc. Ou comme on disait, le petit groupe que tu te constitues d'amis de paroisse. C'est vraiment aussi le discours qui y est prononcé, comme tu le disais. Quel est le discours de l'homélie ? Au moment des débats mariage pour tous, j'étais hébergée chez des amis dans le 17e arrondissement. Les gens, ils avaient des sweats bleus et des sweats roses avec des petits bonhommes blancs dessus. Et ben, j'allais pas à la messe tous les dimanches. Ah, tu m'étonnes. Parce qu'en plus, eux, après, ils allaient dire des trucs où, en gros, ils voulaient que moi je meure. Mais moi, j'avais pas envie de mourir. Donc, en fait, tu choisis ta communauté. Mais alors d'ailleurs, attends, moi qui ne vais pas à la messe, qui n'ai pas de communauté religieuse particulière, est-ce qu'on peut trouver l'amour dans sa communauté religieuse ? Et ben, on connaît des personnes qui se sont connues à la paroisse, en ayant chacun des enfants de leur côté et qui en ce moment se préparent au mariage. Donc oui, on en revient aussi, je pense, avec cette période de temps un peu bizarre, où tu vois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que les applis, c'était peut-être pas si magique. C'est vrai que ça, là-dessus, on arrive à la fin d'une ère. Hein. Je sais plus c'est quel magazine, mais qui a fait une en disant la fin des applications de rencontres. T'as des livres dessus, t'as des documentaires dessus. Moi, je vois autour de moi, les gens y vont encore par habitude. Mais c'est vraiment 100% pour l'ego. C'est vraiment un mécanisme de je m'ennuie, je suis aux toilettes, je suis dans mon lit. Bon, peut-être que... Et ça joue sur ce mécanisme de dépendance affective, sur ce modèle où on nous a dit que pour être heureux, il fallait être en couple. Donc en permanence, on te renvoie vers cet idéal de il faut être deux. Donc l'appli, elle répondait aussi à ce besoin-là. Sauf que les gens commencent à se rendre compte que peut-être que se marier avec la cousine du cousin du machin, c'était pas top, mais que le bal de village, par contre, c'était plutôt sympa. Moi, ça, j'aimerais bien. Ah ouais, mais alors du coup, nous, notre bal de village, aujourd'hui, c'est les soirées... Ou les communautés. Ouais. Ou les lieux de passe-temps. Mais dans le joli sens du passe-temps, le truc qui te fait du bien quand tu le fais. Donc ça peut être aller à la messe, si c'est quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être faire ton loisir de peinture sur céramique, si c'est ce qui te fait du bien. Et ça peut être, tu vois, toutes ces petites choses que tu fais pour te faire du bien. Ça peut être le sport, si le sport te fait du bien. Tu vois, si c'est un truc qui te fait du bien. Et en plus, comme ça te permet d'avoir un point commun. Complètement. Parce que je pense que l'amour ne suffit pas. Les valeurs communes non plus. Mais il faut avoir des trucs que tu partages au quotidien. Il faut avoir des projets. Il y a une question, parce qu'on parle d'enfants, et du coup, je repense à Tatiana. Et je repense au fait qu'elle voulait une famille, se marier, des enfants, alors que toi, pas tellement.
Est-ce que tu penses que t'as quelque part eu un... Pris son envie. Ouais, un calque de se dire je vais... Non, du tout. Non du tout, parce que moi, l'envie d'enfant est venue avant qu'elle meure. J'avais déjà ce désir de maternité. Il était déjà en moi. Donc ça, c'était il y a 10 ans à peu près. Qu'est-ce qui fait que t'as pas réussi à avoir d'enfant aujourd'hui? Ne pas avoir rencontré les personnes avec lesquelles nous étions tous les deux, ou toutes les deux, prêtes à construire une famille. Donc que ce soit des gens qui n'avaient pas envie d'enfants, ou moi qui n'avais pas envie de faire une famille avec ces personnes-là. Toi, pour toi, l'enfance a toujours été dans le cadre familial. T'as pas un moment Très longtemps. envisagé... Très longtemps, en effet. Ouais. Pour moi, c'était dans le cadre familial, parce qu'on en revient aussi à... c'est un putain de boulot. C'est clair. C'est des sacrées responsabilités. Ouais, je sais pas si t'as écouté mon épisode avec Judith Duportail. Enfin, waouh, la meuf, elle a fait une PMA, elle a eu des sais, mais jumeaux. Enfin, en fait, je me suis refusée de l'écouter parce que trop près pour le moment, on va attendre un peu. Pour rien te cacher, je pense l'écouter avec mes parents, parce que... Ah ouais? Parce que justement, ce désir de maternité étant toujours là, il est possible que j'ai eu une grossesse toute seule et que ça ait fait du coup. On en revient à... Moi, mes parents, c'est des gens foncièrement bienveillants. Donc, quand je dis mes parents, c'est mon père et sa femme, et qui veulent le meilleur pour leurs 3 enfants. Et quand je leur ai dit que j'étais enceinte et qu'il n'y avait pas de deuxième parent, vraiment le débrief qu'on a eu après, parce que malheureusement, ça n'a pas abouti sur un enfant, ça a été mais comment tu vas faire toute seule? Donc on a eu cette grande discussion où je n'ai pas à te convaincre que célibataire et seule, ça n'est pas la même chose. Et aussi il y a le côté ouais, j'ai mis du temps avant de me dire que je pouvais le faire sans une deuxième personne, que j'étais taillée pour tenir la responsabilité. Est-ce que, attention, mes questions peuvent être hyper maladroites. Il y a la notion de l'âge. Moi, je sais que c'est marrant parce que j'enregistrais une vidéo avec la nana de Bliss, Clémentine, d'autres meufs, Ménopostourées, etc., qui ont toutes des enfants. Il y avait Chéra aussi, qui est plus jeune que moi et qui a un enfant. Et j'étais la seule célibataire sans enfant. Et bon, c'est un rôle finalement que j'ai l'habitude d'avoir maintenant. En tout cas, tu sers de quota. Voilà, exactement. Je suis le quota célibat sans enfant. Et du coup, on a parlé parce que bon, il y en a une qui me disait oui, mais alors toi, pourquoi tu fais pas le test pour voir si t'es encore fertile, etc. Clémentine de Bliss disait mais non, mais surtout pas, t'es beaucoup trop jeune pour ça, etc. Et ça peut évoluer dans tous les sens. Et c'est exactement ce qu'elle me disait. Pardon, mais là, c'est ma casquette pro qui revient. Non, mais c'est vrai. Ne va pas te créer, s'il te plaît. Exactement. Alors, d'angoisse. Les filles, écoutez-nous bien. on commence pas à se dire, mon résultat d'AMH ou de machin est pas bon, c'est pas bon. Premièrement, l'AMH, c'est pour... Est-ce que tu peux contextualiser ce que c'est l'AMH? C'est un dosage qu'on fait d'une hormone qui est souvent perçue comme étant ton pourcentage de fertilité, alors qu'en fait, c'est une espèce d'indicateur de combien tu vas répondre à une stimulation pour ovuler. Une stimulation médicamenteuse. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'une stimulation pour ovuler. Tu peux avoir des ovulations merveilleuses, peu importe que tes cycles soient réguliers ou pas. Tu peux avoir une grosse réserve ovarienne ou une toute petite. Souvent, ça se voit à l'écho, mais pas forcément. Et surtout, ça peut évoluer dans un sens ou dans un autre au cours de ta vie, en fonction d'énormément de facteurs, dont un principal qui s'appelle le stress. Et donc, en fait, mais c'est ce que Clémentine me disait. Clémentine me disait, tu peux le faire une semaine, qu'on te dise c'est la merde, il n'y a plus rien, et qu'une semaine après, on te dise c'est tout bon, il y a tout go. Toi, est-ce que ce désir d'enfant qui est pas encore assouvi impacte ta rencontre amoureuse, tes rencontres amoureuses? Est-ce que c'est un sujet que tu abordes? Parce que c'est vrai que, tu vois, quand j'en parle avec des femmes plus âgées, je mets des grosses guillemets, mais en tout cas des femmes qui n'ont pas 35 ans, c'est-à-dire que par exemple, les mecs qui rencontrent des meufs de 35 ans me disent « Ah ouais, mais c'est très compliqué avec des enfants tout de suite. Je préfère les meufs plus jeunes parce qu'elles en veulent pas, ou les meufs plus âgées parce qu'elles en veulent plus. » Et c'est aussi comme ça que je suis rentrée dans cette idée de potentiellement je vais faire un enfant toute seule. Parce que je me suis rendu compte que je faisais peser sur toute potentielle rencontre, on n'était même pas sur de la rencontre parce que c'est le moment où j'essayais les applis, de limite dès le début.
tu veux un enfant, dans combien de temps? Et en fait, tu fais peser sur l'autre et sur une unité qui n'existe pas, le couple, un poids supra important. Alors qu'avant de faire une famille, il y a tellement de trucs à construire ensemble, à vérifier que l'autre est compatible avec toi sur plein de choses, que c'était pas sain. Et c'est aussi pour ça, ça fait partie des choses que j'ai dit à mes parents en disant, je suis d'accord que ça vous a surpris au fait, tu es enceinte. Suffit au fait, je suis aux urgences, ça va pas bien, je vous tiens au courant de si je me réveille. Il y a eu quand même un processus de, je gâche de potentielles relations parce que je mets dessus le poids de ce désir d'enfant. Et que, voilà, j'en arrive au moment où je me dis, je préfère faire un enfant seul. Je suis pas seule du tout. Donc, célibataire. Et après, si je rencontre quelqu'un, l'enfant sera là. Et en même temps, ça permettra de ne pas être avec quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter un enfant. T'as commencé le processus, du coup? Peut-être. La suite au prochain épisode. Peut-être qu'on a des pistes. J'ai 2 questions que j'ai vraiment envie de te poser avant qu'on s'arrête. J'ai une question par rapport à ce désir de grossesse. Moi, voilà, j'ai 34 ans. Je sais que j'ai envie d'être mère, mais pas à n'importe quel prix. Mais il y a la peur de rater le coche. Parce que, mine de rien, on nous a quand même fait grandir dans une société où on nous a fait croire qu'à partir de 30 ans, les femmes ne pouvaient plus avoir d'enfants. C'est, spoiler alert, complètement faux. Hein. On a de plus en plus d'exemples de femmes qui ont même des enfants à 50 ans. Hein, donc, c'est ça. Naturellement, sans aller adopter un embryon. Voilà. Naturellement. Donc, on comprend de plus en plus que tout ça est un bullshit pour encore plus mettre la pression sur les femmes. Te rappeler que ton boulot de femme, quand même. C'est ça, mais n'empêche que moi, tu vois, c'est un truc que je ressens. J'ai quand même cette peur de me dire le temps passe, est-ce que je vais rater le coche, est-ce que je vais rater le coche. Toi, comment t'as dealé ce truc-là, d'arriver à un certain âge, 35 ans, 36 ans, 37 ans, de voir les années qui passent et de voir que la rencontre qui donnerait envie de passer ce cap-là ne se fait pas. Comment tu l'as surmonté pour arriver aujourd'hui à ce moment de te dire, allez, j'ai fait le deuil avec ça. Beaucoup de psychanalyse, ma petite dame. Avoir un bon psy, c'est important. Avoir des bonnes amies, c'est important aussi pour travailler le truc. Et se dire, voilà, là maintenant, parce que je fonctionne comme ça dans plein de sujets, j'ai mon plan d'action. Actuellement, il y a ça en piste, avec une date limite qui est là, où on passe à tel plan, avec ça comme plan d'action, puis ça. En même temps, tu as utilisé le pas à n'importe quel prix. Parce qu'un enfant, ça a un coût. Il y a le coût de fabrication, qui forcément entre en ligne de compte quand t'es seul, puisqu'il te manque une partie des ingrédients. Bien sûr. Mais du coup, il y a le coût de fabrication qui est entré en compte dans les priorisations des différentes options, parce que j'ai plus 20 ans. Et j'ai essayé de faire en sorte, et puis la vie fera ce qu'elle a à faire d'ici là, que j'ai de quoi couvrir le congé maternité financièrement, parce que ça aussi, ça a un coût. Il y a qui peut te filer quoi, parce que il y a des familles où t'as des cousins, des cousines qui te filent des affaires, des familles où c'est pas le cas. Donc il faut anticiper. C'est plutôt tous ces petits trucs-là mis bout à bout en se disant, puisqu'on part plus tard, partons mieux préparés. Aujourd'hui, t'es pas inquiète de pas avoir d'enfant, là, tu le ressens au fond de toi que ça va arriver? Ouais. Je sais que ça fait partie des choses qui vont m'aider à m'épanouir. Il va naître de cette relation tellement de trucs en moi, et je vais pouvoir transmettre tellement de trucs à cet enfant, et pas juste de moi, de tous les gens merveilleux qui sont autour de moi, que ça va forcément arriver. Et si ça arrive pas, on verra à ce moment-là. J'ai des filleuls, des nièces, des neveux, on verra. J'ai encore envie de poser plein de questions. J'ai envie de poser plein de questions, mais c'est vrai qu'on est parti dans beaucoup de sens différents. Et si tu veux qu'on boucle la boucle, ma première filleule que j'ai eue, c'est la nièce de Tatiana. Et ça, ce lien-là, tu vois, c'est peut-être pas mon enfant, mais cet enfant, elle est clé dans mon histoire. Je vais arriver avec une question hyper douloureuse, mais je crois qu'à toi, je peux te la poser. Je pense qu'il y a plein de gens avec qui on pourrait pas aborder les choses aussi frontalement. Comment tu vas le vivre d'avoir un enfant et qui est pas Tatiana? En fait, ça aurait dû être la parraine. On revient à ma religion, à combien c'est important. Je sais pas comment je vais le vivre.
je sais que cet enfant, je le ferai baptiser parce que ça correspond à qui je suis. Mais je ne sais pas qui pourra être la marraine de cet enfant, tu vois, par exemple. De même que depuis quelques temps maintenant, je me dis peut-être un jour je me marierai finalement. Ouais, mais qui sera mon témoin? Il y a tous ces moments clés où tu sais qu'il va falloir mettre quelqu'un à un poste qui était déjà attribué. Et ça, c'est pas toujours simple. Et puis c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Il y a aussi tous ces moments anodins, que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle, une anecdote, t'as envie de la raconter à quelqu'un. Et il y a jamais personne qui prendra cette place-là. Jamais. J'ai des super amis, j'ai des sœurs de cœur comme on l'a évoqué. Mais il y a des trucs où personne ne pourra jamais. Personne ne pourra la remplacer. Et en fait, c'est plus se dire, ok, qui je pourrais mettre au rôle de témoin? C'est pas la remplacer. C'est prendre cette casquette-là qui aurait dû être la sienne. Qui peut, cette casquette-là, pas l'entièreté. Personne n'aura jamais la capacité de prendre l'entièreté de sa place, ni de faire les choses comme elle aurait pu les faire. Mais à qui je peux confier certaines responsabilités qui lui avaient été allouées. Et ça, c'est difficile. Je te dis, je ne sais pas. On verra au moment donné. Je crois que les choses vont se faire naturellement. Moi, en tout cas, c'est une pensée qui me rassure de me dire que quand les choses vont se faire, elles vont se faire comme elles doivent se faire. C'est ça. Tu vois, moi, je crois pas en un Dieu, mais je crois beaucoup en le destin. Et je crois malheureusement que même dans les événements assez horribles, comme le décès de Tatiana, comme le décès de mon compagnon, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inévitable, qui est absolument atroce. Je sais pas si c'est quelque chose que je me dis pour me rassurer, mais tu vois, souvent je fais le bilan de si Rodolphe n'était pas décédé, ma vie serait très très différente. Aujourd'hui, je serais probablement maman, je serais probablement mariée, peut-être que en fait on se serait plus supporté très rapidement, je n'en sais rien. Mais ma vie aurait été très différente, ça c'est certain. Est-ce qu'elle aurait été mieux, est-ce qu'elle aurait été moins bien, je sais pas. Mais elle aurait été différente. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de... C'est hyper dur à dire. Je pense que ça, c'est que des gens qui ont vécu ce qu'on a vécu pour comprendre que... Et encore, le côté inévitable, il faut du temps. Ah putain, ouais. Combien d'années, toi et moi, a-t-on pu rejouer le scénario? À base de « et si à tel un moment, j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ?» Je savais que ça allait pas. Et si j'avais écrit? Je me suis bien rendu compte qu'il y a un moment où elle disait à tout le monde, on se voit le mois prochain, c'était un signal, pourquoi on l'a pas chopé, pourquoi? Tu vois, tu le dis là. Aujourd'hui, tu sais qu'il y avait un caractère inévitable. Mais il faut combien d'années pour y arriver? Et en même temps, c'est tellement simple qu'en une fraction de seconde, tu te dises, et si? Comme tu viens de le dire. Personne ne sait quelle aurait été ta vie si Rodolphe était encore parmi nous. Personne ne sait ce que serait ma vie si Tatiana était encore là. Ah, peut-être qu'elle aurait viré plein de connards de mon chemin. Mais du coup, j'aurais pas eu les enseignements qu'elle a avec. Aujourd'hui, quand tu rencontres un ou une nouvelle partenaire amoureuse, est-ce que tu parles de Tatiana assez rapidement? Non. Non? Tu le gardes pour Je toi? suis la reine des carapaces. C'est vrai? Alors, je l'ai toujours été. Ma super amie depuis le collège m'a toujours appelée la reine des glaces. Non, je chante pas. Mais j'ai jamais tout dévoilé facilement. Tatiana fait partie des choses que je dévoile très 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 peu. Ah ouais? Et en même temps, il y a une photo d'elle chez moi, à côté de mon lit. Justement parce que je pense que c'est une part tellement intime de moi que je ne peux pas l'offrir à n'importe qui. Je dis ça en même temps, en train d'être enregistré. Salut les 100 000 personnes qui nous écoutent. Et futur potentiel rencard, tu feras comme si tu savais pas, d'accord? Et c'est là où c'est une espèce de contradiction. C'est que, comme on le disait, ma filleule, c'est sa nièce. Et j'ai cette famille d'adoption un peu plus bronzée que moi. Hein, quand tu mélanges plein de super endroits, ça fait des super couleurs, mais c'est pas blanc miel. Et j'ai pas envie de le dévoiler, donc je dis que c'est la nièce de ma meilleure amie. Et puis on rencontre pas ma meilleure amie, on n'en parle pas. Et si l'autre se met à poser des questions, je vais temporiser selon là où on en est dans la relation. Je vais pas le cacher, mais je vais temporiser parce que on est sur un truc tellement au centre de moi que je ne veux pas le partager avec quelqu'un qui ne mériterait pas de savoir. C'est une trop belle chose de ma vie pour la laisser entrevoir à des gens qui n'ont pas l'œil pour pouvoir le voir.
En fait, ça me fascine comment on peut vivre des événements assez similaires et finalement les transformer de manière très différente, les appréhender, les digérer de manière très différente. Même si je sens bien quand même il y a un truc très commun, mais l'après, il se dit pas de la même manière pour tout le monde. On arrive malheureusement à la fin de cet épisode. C'est affreux parce qu'il y a plein de sujets que je voulais aborder. J'aurais vraiment aimé plus aller dans savoir comment ça impacte tes relations aujourd'hui, parce que c'est perdre quelqu'un qu'on aime comme ça, c'est la peur que tous les gens qu'on aime, en tout cas moi ça se traduit comme ça. J'ai peur que tous les gens que j'aime, que tous les gens que je laisse rentrer dans ma vie décèdent. Les appels de numéro de téléphone. Ah là là, c'est vraiment une peur et je pense que peut-être les démarcheurs téléphoniques, arrêtez d'utiliser des 06 et des 07 en vrai. Ça c'est vrai. Parce que à chaque fois je suis là genre putain qui est mort. Vous parlez de SFR, de votre fournisseur de... Non, pas avec un 06 ou un 07 s'il te plaît. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'important qui était mort. Pas que t'essayais de me vendre un abonnement de téléphone ou une Freebox. Pour conclure cet épisode, comme avec chaque invité, je vais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année qui arrive en termes d'amour. J'ai une petite idée. Une baby. Ouais, ça ce serait super chouette. Pouvoir être mère d'un ou plusieurs enfants en bonne santé. Un ou plusieurs enfants ? Mais qu'est-ce que tu nous dévoiles là ? Sur la vie amoureuse, ouais, j'aimerais bien. Mais peut-être pas sur l'année à venir, que ça viendra quand ça devra venir. Rencontrer quelqu'un qui m'apporte ce dont j'ai besoin et que j'aide à grandir. Merci beaucoup Virginie pour cet épisode. J'espère que c'était pas trop douloureux. On a eu des moments émotionnellement un peu intenses. On a eu des montées de larmes. Ouais. Puis alors, bon, c'est toujours dur quand je suis dans ces moments-là parce qu'il faut quand même que j'arrive à... Mais je suis une chialeuse. Voilà. Je suis une chialeuse. J'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Eh ben non. Mais non. Mais en tout cas, vraiment, si vous avez eu un coup de cœur sur Virginie, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et je transmettrai les messages. Pour les copains et les copines qui nous écoutent sur cet épisode et tous les autres épisodes, je tiens à vous rappeler qu'on a récemment créé un Tipeee dont le lien est en description de chaque épisode, où vous pouvez nous soutenir même via 1 euro par mois. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, je vous invite à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci encore Virginie. À très bientôt et vive le féminisme.